Je suis un développeur, un geek aussi. J'ai essentiellement l'expérience en programmation Java. D'un point de vue architectural, je pratique le domaine Driven Design déjà depuis pas mal d'années. Je considère que c'est un excellent outil euh, qui est malheureusement souvent mal compris, ou mal utilisé ou pas utilisé du tout parce qu'on pense que c'est trop compliqué ou que ce n'est pas intéressant. Et donc j'espère qu'avec la présentation d'aujourd'hui, je réussirai un peu plus à vous convaincre que ça vaut la peine au moins d'essayer. Euh, pardon, j'ai mon téléphone qui commence à bip, voilà. Donc, je disais donc, j'espère que je vous convaincrai que ça vaut la peine de l'utiliser. Bon, au départ, on pensait avec Jérémy que cette présentation-ci ferait référence à ma précédente de 2017. Alors effectivement, elles sont forcément liées, mais vous pouvez considérer cette présentation comme complètement autonome. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vu la présentation précédente, vous devriez pouvoir vous en sortir quand même. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Je vais donc partager mon écran. Voici. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? OK, parfait. Eh bien, on peut y aller. Nous allons donc parler d'implémentation efficace et durable de processus métiers complexes. Efficace dans le sens exécution, dans le sens rapidité d'implémentation, dans le sens flexibilité, et durable, aussi dans le sens flexibilité, plutôt dans le sens de la maintenabilité du code que vous produisez. Donc, voilà. Donc, comme je le disais, on va commencer par un petit résumé de l'épisode précédent. Donc, l'épisode précédent, c'était il y a 3 ans. Donc je me suis dit que c'était peut-être un peu beaucoup demandé de devoir se retaper cette vidéo-là. Donc, je préférais vous ramener l'épisode dans la présentation d'aujourd'hui. Ça fait un peu comme dans Dragon Ball Z ou dans Dragon Ball tout court. Quand vous regardez les épisodes, vous savez toujours tout ce qui s'est passé avant. C'est plus facile comme ça. Voilà. Oups, pardon. Donc, un premier constat, c'est que la grande majorité des processus IT que l'on implémente, en fait, dans ces processus-là, tout est processus, on va dire. C'est-à-dire que, à part dans certains cas tout à fait particuliers, votre système ne fait jamais qu'implémenter des processus métiers que quelqu'un vous a décrits. Cette implémentation, elle implique le stockage d'un état, okay, et les processus agissent sur cet état. Et l'état évolue en réaction à certains stimuli, comme des commandes qui ont été soumises par des utilisateurs. Alors, une exécution efficace est importante dans la mesure où, dans le contexte de la bonne exécution de tous ces processus, votre système va avoir à exécuter potentiellement un très grand nombre de transactions par unité de temps. Ces transactions peuvent avoir à être exécutées en parallèle, soit par la force des choses, parce qu'en réalité, vous avez un tellement grand nombre d'utilisateurs qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, soit parce que ça permet tout simplement d'accélérer le traitement. Les raisons pour lesquelles on est assez pressé, c'est essentiellement que, comme le dit l'adage, le temps, c'est de l'argent. Ou, je veux dire, vous pouvez remplacer l'argent par autre chose, mais en gros, le fait qu'un processus s'exécute rapidement est en général quelque chose de désirable. La maintenabilité est essentielle aussi, c'est-à-dire que pour peu que vous ayez déjà développé, parfois on a ce dilemme de « ok, est-ce que je fais quelque chose de plus compliqué que je ne suis pas sûr que je saurais encore le relire dans 6 mois, mais avec le bénéfice de pouvoir aller plus vite ?» Bon, en pratique, si, ça dépend, c'est un compromis effectivement. Donc, on peut aller plus vite, on peut essayer d'optimiser, mais le but, c'est quand même de pouvoir conserver un code qui est maintenable à long terme. La maintenabilité étant essentielle pour toute une série de raisons, et surtout parce que les conditions dans lesquelles vous vous trouvez changent avec le temps. On a des besoins qui évoluent, c'est-à-dire que le business avec qui vous interagissez a des besoins qui vont probablement évoluer dans le temps. Vous avez des utilisateurs dont les attentes peuvent évoluer également. Et enfin, vous avez une équipe qui travaille sur le projet qui elle-même va évoluer. Il y a des nouveaux qui arrivent, il y a des anciens qui partent, etc. etc.
Et donc, dans tout ça, le domaine de design apporte une série d'outils qui permettent des implémentations efficaces et de l'écriture de code maintenable. Donc, dans les outils qui sont apportés par le domaine de design, il y a d'abord et avant tout un langage commun qui sera développé entre les développeurs et experts du domaine, donc pour garantir une bonne communication entre les deux. Il y a le fait que l'on produit un code qui est en fait un modèle, une description du modèle de la réalité du terrain, ce qui est un deuxième élément qui va dans le sens de la bonne communication. Et enfin, quelques règles de conception qui vont pousser les développeurs à écrire du code qui est maintenable, qui est efficace et qui est robuste. Prenons peut-être quelques minutes pour nous pencher un peu plus précisément sur le domaine de Driven Design, donc DDD, et voir un peu ce que ça implique. Donc, le DDD, c'est une méthodologie de modélisation, en très résumé. C'est-à-dire que développeurs et experts vont construire ensemble un modèle abstrait pour lequel DDD fournit des composants de base, on va y revenir. Ils vont utiliser un langage commun, comme je l'ai déjà dit, on parle de Ubiquitous Language. Et ce modèle doit être descriptible à l'aide de code, parce que le but, quelque part, c'est vrai que c'est de se comprendre, mais c'est aussi d'écrire une implémentation. Donc, les différents composants que DDD propose peuvent être, ont certaines caractéristiques, je veux dire, principales. Certains composants ont un état. Alors, qu'est-ce que je veux dire par état? Je veux dire que certains composants représentent des données. À l'échelle du composant, ces données sont immuables ou non, hein, c'est-à-dire que le composant a le pouvoir de les changer lors de son cycle de vie ou pas. Et en général, on s'attend à ce que le composant qui a un état fasse en sorte aussi que des contraintes liées aux données soient respectées. Alors, des composants peuvent avoir un comportement, c'est-à-dire des opérations qui peuvent impliquer l'état, si le composant en a un. Il y a des composants qui sont plutôt structurels, c'est-à-dire qu'ils servent à regrouper d'autres composants et éventuellement encore à garantir certaines contraintes. Et enfin, une dernière classe, on va dire, de composants qui est plutôt stratégique, c'est-à-dire qu'il y a des composants qui sont là essentiellement pour pouvoir raisonner sur des systèmes qui sont morcelés ou qui sont énormes ou qui sont les deux. Donc, commençons par discuter les composants qui ont un état. Il y en a essentiellement trois. Donc, il y a ce qu'on appelle le value object. Un value object, c'est un composant qui a un état. L'état est immuable, c'est-à-dire que le composant n'a pas le pouvoir de le modifier lui-même. Nous avons les entités qui, elles, ont un état qui n'est pas immuable. Donc, les entités, elles ont la possibilité, via leur comportement ou via tout simplement des setters et des getters, de pouvoir altérer l'état. Donc, les entités sont plus complexes, on va dire, à implémenter que les value objects dans la mesure où, à chaque transition d'état, il faut vérifier que les contraintes sont toujours respectées. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle les domain events qui n'ont pas de comportement. C'est un état sans comportement. C'est une sorte de DTE, si vous voulez, qui permet en fait le transport des données. On y reviendra. Trois autres composants qui sont l'agrégat et les composants qui sont liés. Donc l'agrégat, c'est quoi? C'est un composant structurel qui représente en réalité un graphe d'entités et de value objects qui sont liés par un ensemble de contraintes qu'on va appeler fortes. L'accès à un agrégat se fait via une entité particulière qui est nommée l'entité racine, donc la aggregate root. Et c'est cette entité qui garantit que les contraintes sont respectées à l'échelle de l'agrégat dans son entièreté. Nous avons les factories, donc les fabriques, qui sont là pour produire des agrégats, qui produisent des agrégats qui sont initialement dans un état qui respecte toutes les contraintes. Okay. Et nous avons enfin les repositories, qui sont un type de composant qui sert à récupérer et à stocker des agrégats. Encore une fois, les contraintes de l'agrégat doivent être respectées avant d'être stockées par le repository, et le repository a la responsabilité de fournir des agrégats dont toutes les contraintes sont respectées. Okay. Un dernier composant
structurant, c'est le module. Le module est beaucoup plus simple. Il est là uniquement pour définir un espace de nommage pour les agrégats, les entités et les value objects. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tous les agrégats, toutes les entités, tous les value objects qui font partie d'un même module doivent être uniques en termes de nom. Je veux dire, vous ne pouvez pas avoir deux agrégats qui ont le même nom dans un même module. Par contre, vous pouvez avoir deux modules différents qui contiennent des agrégats qui ont deux noms identiques, mais qui ont potentiellement une sémantique qui n'est pas du tout la même. Okay. Quelques autres composants sur lesquels je ne vais pas trop insister, mais bon, voilà, je préfère être complet. Les services, ce sont des composants qui n'ont que du comportement, il n'y a pas d'état. C'est le comportement qu'on n'a pas su mettre ailleurs. Il est toujours préférable de mettre du comportement dans les value objects, dans les entités. Si ce n'est pas possible, on peut utiliser un service générique. Et alors, je vais terminer par deux composants qui sont plutôt du domaine, plutôt de l'ordre de la stratégie. Le bounded context, qui sert en fait à partitionner un système. Donc, quand je dis une partition, par exemple, dans un système distribué, vous avez différents serveurs. Chaque serveur exécute différentes applications. Chaque application peut être considérée comme un bounded context séparé. Dans un bounded context, vous allez retrouver un ou plusieurs modules, voire parfois des fragments de modules, voire 2,5 modules, ça dépend un peu. L'idéal, c'est quand on a un mapping exact entre bounded context et des modules entiers, mais il y a des situations où ce n'est pas possible, notamment avec des systèmes legacy. Et enfin, la context map, qui est un graphe qui permet de lier les bounded context entre eux. Ça permet de voir, ça permet de clairement établir voilà, la carte, la représentation d'un modèle à plus grande échelle. Voilà. Alors, on parlait de règles de conception également. Donc là, je vous ai parlé des composants. Quelles sont les règles qui les régissent, on va dire, en quelque sorte. Quand on parle d'agrégat, on ne peut mettre à jour qu'un seul agrégat par transaction. Je parle ici bien de transaction base de données, okay, donc transaction de données. Donc là, ce que ça implique, c'est que l'atomicité, le principe d'atomicité ne peut être respecté qu'à l'échelle de l'agrégat maximum, pas à l'échelle de plusieurs agrégats à la fois. C'est une chose. Si on a des règles de consistance qui portent sur plusieurs agrégats, alors on doit utiliser les événements, donc les events. C'est-à-dire qu'un agrégat peut émettre un événement lorsqu'il est mis à jour. Cet événement peut être consommé par un autre agrégat qui va, en réaction, mettre à jour son propre état. On parle dans la littérature de eventual consistency, c'est-à-dire qu'on a une consistance qui va effectivement aboutir, mais plus loin dans le temps. Et on se rend compte que dans toutes ces situations, c'est tout à fait acceptable d'un point de vue business, et ça permet souvent de régler les problèmes de performance. Toujours d'un point de vue performance, on dit que les agrégats doivent être les plus petits possibles. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que le nombre d'objets que vous retrouvez dans le graphe doit être faible, le plus faible possible en tout cas. La raison est assez simple. Imaginez un agrégat avec des dizaines de milliers d'items dedans. Imaginez qu'il faut charger cela hors d'une base de données. Si vous devez faire ça à chaque fois avant une mise à jour et puis repersister le tout dans une transaction, votre système risque assez rapidement de devenir inefficace. Okay. Et alors, dernière règle, qui est plutôt de l'ordre, une règle utile d'un point de vue maintenabilité, c'est que le code documente le modèle qu'on cherche à implémenter. Et donc, il est important d'avoir des conventions de nommage qui tiennent la route, et il est essentiel d'utiliser les ubiquitous language dont je parlais tout à l'heure. Alors, appliquer le domaine driven design à un projet n'est pas toujours simple. Vous avez peut-être trouvé ça très simple si vous avez de l'expérience avec ça, tant mieux. Moi, j'ai eu un peu du mal personnellement au début. De mon point de vue, je trouve ça parfois un peu compliqué dans la mesure où il faut avoir une assez bonne connaissance théorique finalement de l'ensemble avant de pouvoir faire des choix qui sont les bons. Mon expérience, c'est que les experts du métier ont tendance à trouver cette approche un peu trop abstraite, ne comprennent pas très bien où on veut en venir. Les développeurs ont l'impression de voir des choses qu'ils connaissent, mais bon, ce n'est pas assez concret pour eux. Et donc, il y a une espèce de flou
dans la manière dont on utilise ces outils finalement pour collaborer. Et enfin, d'un point de vue développement, il y a toute une série de petites difficultés techniques qu'il faut résoudre, notamment en termes de séparation entre ce qui est de l'ordre du modèle et ce qui est de l'ordre de l'implémentation technique. Et dans un contexte distribué, il y a toute la problématique du transport et du traitement des événements de façon safe en gérant les conflits, etc., etc. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit pouce pour digérer tout ça. C'est exactement le but de Pouce-Café. Pouce-Café, qui est un framework Java, qui est écrit en Java 11 et qui supportera donc Java 11 et plus, libre et open source, une licence Apache, léger, dans le sens où le nombre de dépendances dont vous avez besoin pour l'utiliser est assez faible et bon, le système en lui-même est assez lightweight. Modulaire, c'est-à-dire que je pars du principe que à chaque fois qu'on a besoin d'une petite fonctionnalité supplémentaire, je préfère ajouter une dépendance plutôt que de tout packager dans un monolithe. Et enfin, son but à ce framework, c'est de faciliter une implémentation efficace de processus complexes. Tiens donc, c'est exactement de cela qu'on parle. Il sert aussi à faciliter une abstraction du stockage et du transport des données. Vous allez voir, ça permet d'écrire des modèles qui sont totalement indépendants dans leur logique de ces problématiques-là, et qui va favoriser une bonne communication entre développeurs et experts métiers, notamment en facilitant finalement l'application des bonnes pratiques DDD. Pouce-Café, on peut voir que c'est une forme d'interprétation du Domain Driven Design dans l'univers Java. C'est une transposition, si vous voulez, du Domain Driven Design. Donc, vous pourrez me dire à la fin de la présentation, ouais, mais moi, je l'aurais fait autrement. Et c'est tout à fait vrai, c'est pertinent, c'est accepté. C'est une interprétation comme une autre. Okay, donc, tout est discutable, quelque part. Mais néanmoins, cela donne un cadre qui peut servir de point de départ, notamment quand on est frais quand on est un peu frais dans ce domaine. Donc pour aller un peu plus loin, Pouce-Café considère que les value objects, les entités, les factories, repositories, services et agrégats sont représentés par des classes. On représente les événements et les modules par des interfaces. Pouce-Café introduit également quelques éléments supplémentaires, supplémentaires par rapport aux composants de base du Domain Driven Design, donc les commandes, qui représentent les requêtes qui sont soumises par les utilisateurs au système. Les commandes sont, comme les événements, définis par une classe ou une interface. Alors, les process, donc ça, ce sont des interfaces qui permettent de nommer et d'écrire les processus métiers sur lesquels on va travailler, de faire ça explicitement, je veux dire. Et les listeners, qui sont en réalité des méthodes qui traitent des événements ou des commandes. Et chaque listener peut être lié à un ou à plusieurs process. Pouce-Café fournit un runtime dont le but est essentiellement de charger tout un ensemble de composants au démarrage. Donc les composants sont en général les instances de ce qu'on vient de discuter. Le runtime reçoit des commandes, ce sont les stimuli, consomme également les événements à partir d'un bus de communication. Et pour chaque commande et événement traité, il détermine quels sont les agrégats à créer ou à mettre à jour ou à supprimer, exécute les listeners qui couvrent l'événement ou la commande qui est consommée, et in fine sauvegarde tous les changements et publie éventuellement les événements qui auraient été émis lors des différentes mises à jour. Alors, comment décrit-on un processus métier avec Pouce-Café? Je vais vous amener quelques exemples pour que vous puissiez vous faire une idée concrète de comment ça fonctionne. Alors, il y a quelques étapes. La première, il faut créer le processus. Donc, il faut le définir le process, donc créer l'interface manquante. Il faut définir les agrégats qui vont être impliqués dans le process. Donc, définir un agrégat, ça consiste en définir sa racine, créer une factory et un repository pour chacun des agrégats. Il faut définir les commandes et événements éventuels qui seront appliqués dans l'exécution du processus. Et enfin, il faut rajouter les listeners qui vont effectivement traiter ces commandes et ces événements. Donc, on va partir d'un petit exemple simple.
qui est un processus métier qui s'appelle Product Management, gestion de produits. Le domaine dans lequel on se situe, c'est une plateforme de e-commerce. La portée du processus qu'on va implémenter, c'est la création d'un produit sans stock et l'ajout de nouvelles unités au stock. Et pour stocker l'état qui est lié à ce processus, on a besoin d'un seul agrégat, le produit. Alors, la définition du process simple, on crée juste une interface qui est étant l'interface process fournie par Pushcafé. La définition de l'agrégat, là, ça devient un peu plus compliqué. Donc, vous avez dans le cadre du dessus l'agrégat et tous ses composants liés. Donc, on voit la classe product qui contient la factory, qui contient l'agrégat racine et qui contient son dépôt. On peut voir déjà que dans la racine, on a deux champs. Hein, on a les unités, l'ensemble total des unités et l'ensemble disponible des unités pour chaque produit. Une voit petite question. Oui. Juste pour essayer de raccrocher ça à d'autres choses que j'aurais pu voir ailleurs. Oui. Quand tu parles de factory et repository, c'est quelque chose qui est semblable un petit peu au MVC. Je veux dire, la partie gestion des données, la partie contrôleur, etc. Ou c'est encore autre chose? C'est plus général que ça en réalité. Hein. Ici, c'est vraiment les factory repository dans le sens design, dans le sens design pattern du terme, quoi, hein, en quelque sorte. Si ce n'est que dans le contexte du domaine de redesign, on parle ici de, quand on dit une factory et un repository, on parle de factory et de repository qui produisent des agrégats. Donc on spécialise un peu le contexte, si tu veux. Ok. Parce que tu parlais de MVC, en réalité, comment dire, les factories et les repositories, ce sont des patterns qui sont utilisés dans différents contextes et qui peuvent produire plus ou moins n'importe quoi. Okay. Dès qu'on a une classe dont la construction est complexe, on va préférer dissocier, je veux dire, la construction de la classe elle-même. Donc on va prévoir une factory, mais ça c'est un principe général, on va dire, de pattern. Quoi. Ok. Voilà. Donc l'agrégat, factory, racine, dépôt, repository, pardon. On voit apparaître le Product Data Access, le Data Access qui est en fait une interface qui décrit les requêtes dont le dépôt va avoir besoin pour créer ces agrégats. Et enfin, Product ID qui est la classe qui représente l'identifiant de l'agrégat. Donc l'identifiant de son entité racine, pour être tout à fait clair et précis. Vous constaterez ici qu'il y a beaucoup d'interfaces. Okay, on va revenir à l'implémentation de ces interfaces plus tard. Ce qui est important, c'est qu'on voit ici que le modèle en lui-même est abstrait. Par contre, le comportement sera concret, mais ça, on va y arriver. Donc, il faut définir les commandes. Donc, il y avait une commande pour créer un produit, une commande pour ajouter des unités à un produit. Ici, de nouveau, ce sont des interfaces. On ne se soucie pas de savoir comment ces choses sont représentées en réalité. On va rajouter un listener pour la création du produit. Donc ici, vous voyez, la factory que l'on voit ici, c'est celle qui était dans le slide de l'agrégat. On rajoute un listener ici qui consomme la commande create product. Et on voit que via une annotation, donc la notation message listener, via l'attribut processes, on associe le listener au process product management. Et on voit dans le corps de la méthode qu'en gros, on crée un nouvel agrégat avec un ID et on met des valeurs initiales aux attributs. Un deuxième listener qu'on va rajouter cette fois-ci dans la racine, dans l'entité racine. Ce listener-ci, son rôle, c'est de rajouter les unités là où il faut. Donc on voit qu'on rajoute tout simplement le bon nombre d'unités aux deux champs, à savoir les unités disponibles et les unités totales. Le listener de la racine a besoin d'un petit service supplémentaire qu'on appelle un runner dans le jargon Pushcafé. Un runner sert essentiellement à localiser un agrégat, un ou plusieurs agrégats, sur base du contenu de la commande ou de l'événement qui est consommé. Donc, par exemple, ici, add_unit, c'est une commande, elle comporte l'ID de l'agrégat qu'on cherche à mettre à jour. Du coup, le runner est assez simple, hein, c'est le cadre du bas. On se contente d'extraire l'identifiant hors de la commande et on le retourne. Et pour le reste, c'est le runtime qui fera le travail.
Voilà, donc jusqu'ici, on a en fait totalement défini le processus métier. Et vous avez pu constater que nous avons écrit aussi le comportement, donc les règles finalement que le processus métier implémente sont implémentées, malgré le fait que nous n'avons pas encore d'implémentation concrète des commandes et de l'agrégat. Okay. Alors tout ça est relativement simple. Vous avez vu pas mal de classes et d'interfaces qui sont toutes simples, toutes prises séparément, mais il y en a relativement beaucoup. Hein, bon, voilà. Et on peut vite en avoir oublié une. Cela étant dit, le principe de la séparation des préoccupations est à ce prix, tout comme une séparation claire entre définition et implémentation. Heureusement, Pousse-Café fournit un outil, en plusieurs outils là en fait, pour tacler ce problème. Le premier, c'est EMIL. EMIL qui est un acronyme pour Extended Messaging Intermediate Language, qui est en réalité un DSL qui permet une description concise des processus tels qu'implémentés par Pousse-Café. Et enfin, deuxième élément important. Les questions? Oui, pardon. DSL? Domain Specific Language. Okay. Donc, on va avoir un exemple. En gros, ça signifie que c'est pas c'est une forme de langage de programmation, mais qui est vraiment très spécifique à notre domaine. Ce n'est pas un langage générique, quoi, si on veut. Okay. Mais on va avoir un exemple d'EMIL après. Et un ensemble d'outils qui permettent de générer du code par analyse d'un contenu EMIL. Donc voici, dans le cadre, une représentation du process que nous venons de voir. Vous constaterez que c'est quand même vachement plus court que les 52 classes dont on a parlé précédemment. Okay. Et l'avantage, c'est que sur base d'une description comme celle-ci, vous injectez cette description dans les outils de génération de code de Pousse-Café, et ceux-ci vont générer toutes les classes et toutes les méthodes dont vous avez besoin. Parce qu'on peut constater que tout y est. Hein. Je veux dire, Product Management, c'est le nom du processus. On a Create Product Add Units, le nom des commandes. On a Product, qui est le nom de l'agrégat. On a la Factory et Racine. Et on a le nom des listeners qu'on veut chercher à créer. Et le nom du runner. Donc, a priori, tout y est. Donc, les outils de génération de code peuvent générer tout ce qu'il faut. La seule chose que les outils ne vont pas générer, forcément, c'est l'implémentation. Ça reste du ressort du programmeur. Alors, je parlais du fait jusqu'à présent que nous avions défini le processus, mais nous n'avons rien implémenté. Eh bien, ça y est, on y arrive. Comment diable allons-nous enfin implémenter le stockage et le transport de toutes ces données? Pousse-Café utilise un mécanisme d'extension. Alors, une extension est en réalité un ensemble de classes qui vont implémenter certaines interfaces données. Pousse-Café utilise essentiellement deux types d'extensions. Des extensions pour le stockage, des extensions pour le transport. Alors, le transport, c'est les commandes aussi, mais c'est essentiellement pour le transport des événements en réalité. Pardon. Les classes fournies par ces extensions sont souvent des classes abstraites qui doivent être complétées, on va dire, par les développeurs, mais ça leur permet de se concentrer uniquement sur la logique qu'eux vont rajouter. Donc, essentiellement, il faut implémenter des données concrètes pour les entités et les événements. Ça, c'est pour le stockage. Il faut implémenter les requêtes vers la base de données. Et il faut implémenter la manière dont on va publier des événements sur le bus de communication. Alors, le stockage. Vous vous rappelez, on avait défini un agrégat product avec une entité racine dedans. Cette entité racine contenait une interface attributes qui, en réalité, décrivait son modèle de données. Ici, on implémente le modèle de données. Donc, dans le cadre de gauche, vous avez une implémentation concrète des attributs de l'entité racine. Et vous voyez apparaître, du coup, les détails techniques. Par exemple, le fait qu'en réalité, le Product ID, qui est un type, je veux dire, explicite dans le modèle, en réalité, va être stocké sous forme d'une chaîne de caractères, tout simplement. Vous voyez apparaître aussi des annotations, genre la notation entité, une annotation ID qui permettent d'indiquer que voilà, tout ceci va être stocké comme une entité JPA et que la chaîne de caractères qui est là doit être utilisée comme clé dans une table, ce genre de choses. Vous voyez aussi apparaître ici l'implémentation des requêtes. Bon, ici, en l'occurrence, c'est un exemple de repository assez simple. Il n'y avait pas de requête spécifique, mais il faut malgré tout
fournir une implémentation. Donc, par exemple, on a ici la notation Data Access Implementation, qui est la notation reconnue par le runtime Bouscapé pour associer tous les éléments de l'implémentation. On voit ici apparaître la racine de l'agrégat. On voit apparaître l'implémentation des datas dans les champs, je veux dire, de la notation, et on voit le storage, le type de storage. On voit aussi que le Data Access prend une implémentation JPA, c'est une JPA Data Access. Et on voit apparaître des éléments qui sont propres à Spring Data. Donc l'avantage de dissocier, je veux dire, définition et implémentation, c'est que tous ces détails techniques restent dans les classes que nous avons ici. Le modèle est propre et reste totalement, je veux dire, agnostique de ce genre de détails. Pour le moment, bon, Bouscapé est en cours de développement, mais on a déjà quelques extensions qui sont disponibles. Il y a le stockage en mémoire, bon, qui n'est a priori pas prévu pour être utilisé en production, qui est plus là pour permettre le testing. Du stockage MongoDB en utilisant Spring Data et du stockage JPA en utilisant Spring Data, l'extension JPA permettant d'accéder à la plupart des implémentations SQL du marché. Maintenant, en parlant des implémentations des commandes et des événements, bah là, de nouveau, simplement, c'est plus ou moins la même chose que ce qu'on a fait pour l'entité racine de product. On va fournir une implémentation de l'interface. Donc ici, l'interface en question, c'était la définition des commandes. On rajoute en plus l'interface realizable, qui est un détail technique. Donc de nouveau, les détails techniques n'arrivent qu'ici. On a besoin de la notation message implementation pour que runtime détecte ces classes comme étant effectivement des implémentations des commandes. Okay. Et là, de nouveau, on voit le genre de petits détails où on voit que le product ID, de nouveau, est stocké sous forme de chaîne de caractères, que l'objet integer est stocké sous forme d'une primitive int, etc. Donc, à nouveau, plusieurs extensions sont disponibles. L'extension mémoire, qui est effectivement la possibilité de faire transiter des événements et des commandes par une queue en mémoire. Bon, de nouveau, probablement pas utile dans un contexte de production, mais bien dans un contexte de testing. Une extension pour faire du transport via Pulsar, qui est un outil de PubSub, et Kafka, qui est relativement connu aussi et qui peut, dans une certaine mesure, faire du PubSub. Alors, ces extensions génèrent elles aussi du code, c'est-à-dire que les outils de génération de code dont j'ai parlé précédemment peuvent utiliser la logique que ces extensions vont exposer, c'est-à-dire que ces extensions, elles vont éventuellement enrichir du code de base qui aurait été produit par les outils dans les phases précédentes. Alors, à ce stade, nous avons un processus métier, nous avons son implémentation, mais comment est-ce que tout cela peut être instancié dans une vraie application? Alors là, bon, ça dépend du type d'application que l'on écrit, évidemment. Si on écrit une application, une simple application Java SE ou une application web, l'approche ne sera pas exactement la même. Cela étant dit, il y a des points communs. Première chose, j'ai parlé des modules tout à l'heure, c'est important de définir un module. Le module se décrit un peu de la même manière qu'un process, c'est simplement une interface qui étant l'interface module qui est fournie par Bouscapé. Le principe, c'est que en créant un module, on définit en quelque sorte le base package du module. Et tout composant qui tombe dans un sous-package de ce base package est inclus dans le module. Et quelque chose qui doit être vrai, c'est que chaque composant qui est inclus dans le module doit avoir un nom unique. Ça, on revient aux contraintes propres de Main-Driven Design. Donc, pour charger un module dans une application, il faut commencer par combiner tous les modules que l'on cherche à charger dans ce qu'on appelle un bundle en Bouscapé. Et ensuite, fournir ce bundle au runtime en l'associant aux implémentations. Okay, donc ici, comment est-ce qu'on fait ça? J'ai pris l'exemple d'une application Spring Boot. Là, le plus simple, c'est de créer une classe de configuration dans laquelle on consomme le storage et le messaging disponible. On combine tout ça, on crée des bundles.
Et ce truc-là sera injecté automatiquement par le runtime configuration qui est fourni par Pousscafé aussi, qui va se charger du coup de démarrer le runtime au démarrage de l'application Spring Boot. Donc, on parlait de Spring. Pousscafé en fait fournit un bridge avec Spring, ce qui permet notamment d'injecter des composants Pousscafé dans des bins, et ce qui permet par exemple d'écrire ceci. Donc, Jérémy, on parlait de MVC tout à l'heure. Ici, c'est typiquement du Spring MVC. Où dans une ressource, on accède au runtime qui est en réalité injecté dans le bin qui contient la ressource en question. Et donc, on voit ici un exemple de la ressource qui consomme une view. Dans cette view, on trouve un ID qui est encapsulé dans le product ID, qui devient du coup un objet du modèle. On crée une commande qu'on soumet au runtime, et la soumission de cette commande, ici en l'occurrence, aboutira, si tout va bien, à la création du produit. Voilà. Alors, bon, ici, on a beaucoup parlé pour les développeurs. On a décrit comment définir un process, comment l'implémenter, comment l'intégrer dans une application réelle. Maintenant, reste toute la problématique de la communication avec les experts. Un bon point pour commencer, c'est que, quelque part, Pousscafé favorise la définition d'éléments dont les noms sont naturellement issus du ubiquitous language, c'est-à-dire que quand on doit créer un élément qui est d'office un agrégat, ben, je veux dire, c'est évident qu'on va utiliser le même nom que ce qu'on a défini dans le modèle ou lors des discussions. Je veux dire, ça paraît tout à fait naturel. On n'a aucun intérêt à faire autrement. Donc, quelque part, si les experts pouvaient lire le code, ils pourraient probablement s'y retrouver dans une certaine mesure. Malheureusement, c'est assez rare que les experts lisent le code. Et même un ADSL qui est un langage plus simple que le Java, on va dire plus spécifique, un ADSL comme Emile, ça reste quand même assez rébarbatif pour ces experts. Donc, Pousscafé fournit un outil de génération de docs. C'est un outil automatique qui prend comme référence le code uniquement, qui génère du HTML ou du PDF, et qui en réalité produit une doc qui est lisible par des êtres humains, on va dire, autres que des développeurs. Donc là, j'ai pris un petit extrait, par exemple. On se retrouve avec un document qui a des titres, qui contient un texte suivi qui est en réalité extrait des commentaires qu'on a laissés dans le code, qui produit des schémas de processus qui sont peut-être un peu plus lisibles quand même que du code. Et l'idée, c'est que sur base de ces documents-là, on peut fournir ces documents aux experts. Ceux-ci peuvent les lire, peuvent les commenter, peuvent faire part de leur feedback, et ainsi donner des indications très précises, finalement, à des développeurs sur la manière dont le modèle devrait évoluer. Okay. Le principe, c'est un peu similaire à la Javadoc, mais il y a une différence fondamentale qui est qu'on ne décrit pas les éléments techniques sous-jacents, on décrit le modèle. Donc, l'idée, c'est qu'un expert, en lisant ce document-là, ne voit pas le code qui est en dessous, il voit le modèle abstrait qui a été co-construit avec les développeurs. Alors, ça y est, vous êtes convaincus, du moins j'espère. Quels sont les outils à votre disposition? Il y a tout d'abord un plugin et un archetype Maven. Donc, l'archetype permet de générer un projet exemple qui va servir de point de départ à l'enregistrement d'un modèle, à l'implémentation d'un modèle. Et il y a des outils de validation de code, c'est-à-dire que votre code peut très bien compiler en Java, mais ce n'est pas pour ça qu'il est valide d'un point de vue Pousscafé. Imaginons que vous avez défini un agrégat, mais qui ne contient pas de factory. Hein, donc, vous avez un agrégat sans factory, ben, l'outil de validation va détecter ce genre de problème. Vous avez évidemment un Go Maven pour générer la documentation sur base du projet dans lequel vous vous trouvez, et vous avez plusieurs en fait goals pour la génération de code, mais un en particulier qui est Update Process, qui va en gros, sur base d'un process que vous avez nommé, lire le contenu du code source, générer une représentation Emile, vous laissez mettre à jour cette représentation, et quand vous sauvez, eh ben, le plugin va générer le code qui manque. Donc, imaginons que dans votre process, vous rajoutez un agrégat et vous rajoutez des listeners à gauche à droite, eh ben, l'outil va générer tout ce code-là, laisser des commentaires indiquant là où vous devez remplir les trous, il n'y a plus qu'à faire. Il y a également aussi depuis peu une extension Eclipse qui elle aussi fait de la validation de code donc,
de la même manière qu'une validation de code Java, hein, il y a des marqueurs qui sont créés, il y a des problèmes qui apparaissent. Ici, dans l'exemple, par exemple, on voit une ligne qui indique que nous avons un message qui a été défini, mais qui n'a pas d'implémentation. Donc, ça signifie en gros que le runtime ne pourra pas démarrer. Ça, c'est le genre de chose qui est détecté par le code de validation. Vous avez une view qui permet de lister tous les process qui sont définis dans un projet donné. Et quand vous cliquez sur un de ces process, vous avez automatiquement l'ouverture d'un éditeur pour le Emil avec mise en surbrillance de la syntaxe. Pour le moment, c'est tout, mais à terme, à l'avenir, il est prévu qu'il y ait la possibilité de naviguer dans le code, la possibilité d'effectivement faire de la génération de code à partir de là, etc. etc. Mais ça, c'est l'avenir. Il y a aussi pas mal de contenu en ligne, donc un site web qui comprend un guide de référence le plus complet possible. Le code source est disponible sous GitHub. Donc, il y a une organisation Pouce Café qui existe. Pour le moment, tout y est. Un tag sur Stack Overflow, si vous avez des questions, et un compte Twitter, qui pour le moment est administré par moi. Mais bon, on ne sait jamais si un jour la communauté explose. On peut rêver. Je reviens à la coup de main. Voilà. Et ceci clôture ma présentation. Et je serai heureux de répondre à vos questions. Moi, j'ai une question sur, en fait, dans le Pouce Café, le framework, c'est principalement toi qui l'as développé. Est-ce qu'il y a d'autres... Enfin, si j'ai bien compris, en fait, c'est vous en avez besoin au boulot, en fait, en pratique. Voilà, c'est ça. Donc, enfin, oui, j'ai commencé par le développer en solo. Oui. Il y a 3 ans, je pense, 3-4 ans. Au départ, c'était mon but finalement à cette époque-là, c'était de faire en sorte que dans le prochain, à cette époque-là, je venais de quitter mon travail, Oui. et ma volonté, c'était de faire en sorte que dans le prochain boulot où j'arrivais, je n'avais pas besoin de réimplémenter tous les détails techniques liés à l'application du domaine Driven Design, quoi. C'est ça. Donc, tu l'as d'abord commencé seul. Donc, j'ai d'abord commencé seul, puis j'ai Oui. commencé à travailler dans un autre job, et là, j'ai eu la chance d'être suivi finalement par mon partenaire qui a cru dans le projet et qui s'est dit, bah oui, effectivement, ça a l'air d'être un outil utile. Et donc, depuis, on utilise ça en interne, effectivement, pour faire évoluer notre projet. C'est ça. Donc, il y a déjà une communauté qui fait évoluer le framework. Bah, oui et non, disons que pour le moment, je suis le principal contributeur, on Oui. va dire. J'ai effectivement une connaissance qui a contribué quelques petites choses. Le contributeur principal, c'est moi, même si effectivement mes collègues me font remonter des erreurs, me permettent de Oui, c'est ça. trouver les failles, de les corriger, me font des suggestions de features, etc. Donc oui, un peu indirectement, il y a déjà une communauté qui se construit. Le projet est dans un état relativement bon, encore assez. Le projet est encore fort jeune, donc je ne dirais pas qu'on est déjà en phase bêta, mais on n'est plus vraiment en alpha non plus. Je veux dire, c'est stable, c'est utilisable dans un contexte quasi de Vous production. l'utilisez, vous, en fait. Voilà, on l'utilise. C'est plus au niveau des outils périphériques, on va dire, qu'il y a encore du travail à réaliser. Vous l'utilisez pour tous vos projets en Java. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. J'avais demandé si, tu vois, s'il y a par exemple certains projets où ça semble moins, où ce genre d'outil-là ne serait moins utile, quoi, en fait. Ici, Bah, on parle de processus métier complexe. Si c'est pas complexe, il n'y a peut-être pas besoin d'introduire ce genre d'abstraction, en fait. oui et non. Disons que ce qui se passe, enfin, l'expérience que j'ai jusqu'à présent, c'est que ce qui est simple au début ne l'est plus à la fin. Oui. Donc autant le faire bien dès le début, quelque part. Ouais, en plus, si tu connais l'outil, je veux dire, si tu es habitué, c'est vrai que c'est le coût d'initiation, de rentrer dans ce genre de système, tu ne l'as pas, quoi, en fait. Donc Voilà, forcément, ouais. voilà. Finalement, même si ton modèle est très simple, si tu fais du bed CRUD, ben, bon, je veux dire, pour combien de temps, de 1, et de 2, ben, même du bed CRUD, c'est relativement simple à implémenter avec Pouce Café quand même. CRUD?
CRUD, Create, Read, Update, Delete. Donc, Oui. c'est un système informatique dans lequel tu te contentes de... Enfin, il n'y a pas de comportement, quoi. Il n'y a pas de business logic, il n'y a que de la création et de la gestion de données. Oui. Tiens, CRUD, alors du coup, c'est pas un peu semblable à REST, en fait? Non. Enfin, Non? oui et non. Disons que tu peux implémenter du CRUD en utilisant une API REST. Mais voilà. Ouais. Parce que create, delete, ça ressemble un petit peu à des commandes REST, en fait, mais bon. Oui, bien sûr. Disons que REST, Vu c'est de une loin, hein, manière... vu de loin. Oui, oui, bah oui. On peut voir ça comme ça. Ok, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il faut allumer ton micro, du coup, Sébastien, pour qu'on t'entende. Euh, je ne t'entends pas, en fait, là, ici, en fait. Attends. Demander la réactivation du micro. Je le fais manuellement de te demander la réactivation du micro, parce qu'ici, ça reste, tu vois, comme... Ah, ouais. Oui, sauf qu'on ne t'entend pas, en fait. On dirait que ton micro est allumé. Je vais peut-être Si je- arrêter le partage d'écran, on ne sait jamais. Ah non, ah, ça y est, il me semble que là... Oui, Comme vas-y. ça, on m'entend? Ouais, on t'entend. Ah, c'est ton autre micro, tant pis. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Je me posais une question simplement générale de quand commencer à appliquer le domain-driven development, parce que très clairement, de la présentation, on voit bien qu'il y a quand même, je veux dire, un certain travail à faire, enfin, une certaine répétition. Je veux dire, enfin, quand on a plusieurs implémentations à faire d'une même, enfin, de quelque chose qui a une même logique derrière, ça, enfin, si on n'a qu'un adaptateur de données à faire, par exemple, on écrit 2 fois le code. Donc, à partir de quand d'expérience, est-ce que ça vaut la peine de prendre le temps sur du domain-driven development par rapport à faire du développement un peu classique? Je pense qu'il y a des éléments... Enfin, bon, c'est une très bonne question. Et la réponse n'est pas simple. Mais non, en gros, il y a un premier point qui est qu'à partir du moment où les seules personnes qui travaillent sur le projet et qui interagissent sont des développeurs, il n'y a a priori pas vraiment de problème de communication. Tout le monde parle déjà le même langage. Est-ce qu'on peut encore considérer qu'on travaille sur des processus métiers? Parfois oui, parfois non, ça dépend. Hein. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir du temps et de l'énergie dans des outils de communication alors que finalement on communique déjà très bien? D'accord? Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est, OK, on a effectivement du business qui est impliqué, mais c'est pour un one-shot, quoi. Il n'y a pas d'objectif de maintenabilité. Le projet, on fait un site WordPress, ça tiendra 2 semaines. On le produit, on le livre, c'est fini. La seule chose qu'on fait après, c'est mettre à jour des plugins et c'est tout. Là, oui, clairement, on pourrait, hein, mais ce n'est pas vraiment utile. On ne va probablement pas obtenir le bénéfice, on va dire, de la méthode. Et enfin, dernier point, on a un truc, le système, la seule chose qu'il fait, c'est une page Excel, quoi. Bon, du coup, on n'en a peut-être pas besoin non plus. Voilà. Donc, quelque part, à partir du moment, je pense que j'avais déjà pris cet exemple-là par le passé, il y a 3 éléments concrets. Il y a la communication, il y a la maintenabilité et il y a l'efficacité. Si quelque part on n'a aucun de ces 3 éléments ou vraiment dans une très faible mesure, on peut discuter sur l'intérêt d'une approche comme le domaine-driven design. Souvent, d'expérience, le domaine-driven design est utile dans des projets à plus large échelle, quoi. Mais donc, à partir de, enfin, si on devait le quantifier en nombre de développeurs, par exemple, enfin, je veux dire, Alors, je ne le prendrai pas comme ça. C'est-à-dire non? que ce n'est pas parce qu'il y a un seul développeur qu'on n'en aura pas besoin. Ok. Par exemple, exemple concret, ici, au tout début du projet, il n'y avait qu'un seul développeur, c'était moi. Néanmoins, c'était utile d'utiliser la méthode pour pouvoir communiquer efficacement avec mon partenaire à cette époque-là. L'intérêt, quand il y a d'autres personnes qui arrivent et que c'est déjà en place,
c'est que quelque part, les conventions de nommage comment dire, et le modèle sont plus simples à communiquer. Donc, ça permet de plus facilement amener d'autres personnes. Okay. Mais le fait qu'il n'y ait qu'un seul développeur n'est pas vraiment un argument. On va dire ça comme ça. Non, parce que si jamais il y a différents systèmes, si on veut changer de système de stockage de données ou des choses comme ça, c'est vrai que là c'est vrai, c'est le bonheur, quoi. Bah oui, voilà. Pour être tout à fait honnête, j'ai déjà utilisé Pouce-Café. Enfin, j'ai tellement l'habitude de l'utiliser, on va dire, entre-temps, que je l'utilise un peu à tort et à travers dans tous mes projets, même quand c'est super simple. Et du coup, parfois, je me dis, mais bon, allez, c'est peut-être un peu exagéré dans ce contexte-ci. Et puis, tout d'un coup, du jour au lendemain, je dois passer de Mongo à SQL ou l'inverse. Et je me rends compte, bah, finalement, c'était chouette que je l'ai fait parce que là, je le fais en 10 secondes, quoi. Mhm. Enfin, exagère pas 10 secondes, mais bon. C'est compris. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Romuald, peut-être? Oui, bonjour, bonjour à On tous. t'entend. Ça va. Et merci pour la présentation. Et meilleurs vœux à tous. Enfin, j'étais un peu étonné par rapport à l'approche directement dans le code. Moi, j'étais resté sur le domaine driven design, oui. Sur notamment les travaux de chez Iconix, je pense, qui était pour moi qui partait plutôt de méthodologie à partir des diagrammes UML et donc qui avait complété avec des diagrammes de robustesse, etc. Et où on était quand même assez loin même du code. En effet, c'était orienté plutôt objet, mais on s'attardait beaucoup plus. Donc ça faisait peut-être partie de la précédente intervention, donc de votre intervention la fois précédente. Mais ici, j'étais assez surpris de rentrer directement à un niveau de framework. C'était l'objet aussi de cette intervention. Et parce que je suis en train, moi, d'utiliser ces méthodes, mais de façon beaucoup plus abstraite dans un premier temps, c'est-à-dire de vraiment définir le domaine avant même toute implémentation. Et je pensais qu'un framework, ici, moi, voilà, je suis plutôt développeur Java aussi, et je pensais que, par exemple, un framework comme Spring permettait un niveau d'abstraction suffisant pour implémenter même. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui a conduit finalement à développer un framework spécifique. Quels sont les manquements des différents frameworks qui existent, qui empêchent d'implémenter finalement en suivant une méthode domain right. Voilà. Oui. C'est vrai que, bon, Spring, ça fait effectivement très longtemps qu'il se revendique comme donnant la possibilité de faire du domaine redesign facilement, dans la mesure où comment dire, les concepts de factory, de repository existent à part entière chez eux aussi. Donc, il y a des annotations factory, des implémentations repository qu'on peut placer sur des beans, sont là pour ça. Et si on regarde dans la documentation du code source de Spring, c'est explicitement indiqué qu'on veut se rattacher à cela. Okay, donc ça, c'est une chose. Ce qui se passe, et pourquoi est-ce que j'ai quand même malgré tout fait mon propre projet, c'est que, ok, oui, ils fournissent des choses comme ça, mais c'est vraiment juste ce qu'il faut pour pouvoir dire que, ok, oui, vous pouvez annoter votre code avec du repository. Ok, cool, j'ai un bin. Et quoi? Et comment est-ce que je fais? Et qu'est-ce qui me garantit que je vais effectivement respecter des bonnes contraintes? Ou est la garantie que je vais effectivement respecter cette règle de design qui est qu'on ne met à jour ou on ne supprime qu'un seul agrégat par transaction, finalement? De 1. De 2, comment est-ce que je fais pour cacher toute cette logique d'ouverture de transaction, de fermeture de transaction? Je sais bien que dans Spring, il y a aussi cette notion de listener. Hein. On peut effectivement écouter des choses, mais où est finalement cet élément qui me permet de catégoriser ce que je vais consommer, qui me permet de voir que c'est un événement, que ce n'est pas une commande, parce que ça ne se gère pas de la même manière. Comment finalement est-ce que je peux faire en sorte que mes événements seront effectivement émis, mais uniquement si ma transaction DB a réussi? En résumé, en fait, le problème, c'est que Spring était fort low level, je trouvais. En tout cas, à l'époque. Hein, je veux dire, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas investigué récemment les changements qui auraient pu être faits, mais de mon point de vue, Spring reste
Et c'est très bien comme ça, je ne leur demanderai pas de changer pour rien au monde, j'adore Spring, hein, soyons bien clairs, mais ça reste comment dire, un environnement de programmation général qui se focalise essentiellement, de mon point de vue toujours, sur de l'injection de dépendance, et Spring Boot va un peu plus loin effectivement, mais ça reste à un niveau très très technique. Ce qui n'est absolument pas un problème, soyons clairs, hein, je veux dire, je trouve ça très bien. Mais du coup, de mon point de vue, moi je cherchais quelque chose de plus pointu, de plus spécifique. Quelque chose qui me permettrait de ne pas devoir écrire les dizaines de lignes de code que je devais écrire à chaque fois. Oui, donc les outils de génération de code, en fait, et le Emil, là, c'est quelque chose qui permet d'aller plus vite que de le faire en Spring. Oui, en quelque sorte. C'est-à-dire que, bon, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est que si tu devais écrire en Spring tout ce que Pousse-Café fait, eh ben, tu devrais probablement écrire pas mal de lignes de code à chaque fois. Et des trucs qui sont, tu n'as pas trop envie de dire à chaque fois, franchement. Ça, c'est une première chose. Donc, en fait, le code qui est écrit avec Pousse-Café est potentiellement déjà plus court que ce qu'on aurait écrit de base. Enfin, plus court ou en tout cas moins intriqué d'un point de vue détail d'implémentation et autres. Okay, parce que, par exemple, enfin, je veux dire, ce n'est pas une obligation, je ne dis pas qu'il n'y a pas moyen de faire la même chose sous Spring, hein, attention. Ce que je veux dire, c'est que souvent, on va avoir tendance à écrire, on va créer une entité sous Spring, d'accord? On va clapper une annotation entity sur une classe. Super, fair enough. Et puis, on va se retrouver avec comme champ de la classe, des objets qu'on veut stocker en base de données, mais qu'est-ce qu'on va mettre? On va probablement mettre une chaîne de caractères, ou bien alors une espèce d'objet pour lequel on aura converti un converteur un peu obscur qui traîne quelque part sur le class path. Et puis on imagine que tout ça soit une représentation la plus exacte possible de son modèle et que tout se passe bien par en dessous. En gros, on se retrouve dans une classe où on mélange des problématiques de stockage avec des problématiques de modèle. Et le truc, enfin, de mon point de vue, Pousse-Café permet de facilement régler ce problème-là. On n'entend pas, tu as coupé ton micro, dit. Pardon. Donc, et l'abstraction qui est faite, parce que je peux comprendre en effet tout l'intérêt, hein, si on a besoin à un moment donné que ce soit une chaîne de caractères, peu importe la base de données qui est derrière, bon, une chaîne de caractères ça marche, mais un long, un double, hein. En effet, si j'ai besoin d'un tel type de données, qu'est-ce qui me garantira que la base de données qu'on va mettre derrière pourra le stocker finalement? C'est vrai qu'on peut faire cette abstraction au niveau du modèle. Ok, j'ai besoin d'un entier, c'est un entier. Si ma base de données derrière n'implémente pas les entiers, comment est-ce que, à la rigueur, l'exception est relevée, quoi? Comment est-ce qu'à un moment donné, lorsque je fais cette abstraction, ok, j'ai mon gestionnaire de base de données, lui, j'ai cette abstraction, peu importe ce qu'il y a derrière, je lui balance son entier, mon modèle voilà, exige un entier, et ben débrouille-toi, quoi. Mais donc le problème est relancé derrière. Enfin, c'est ça que. Oui, bien sûr. Alors, attention, oui, je me suis peut-être mal exprimé. Pousse-Café ne règle pas ce problème-là. Il fait en sorte que le problème doit être réglé à un endroit. Oui, ok, ça va. C'est la séparation vraiment. C'est vraiment voilà, pour avoir cette voilà. barrière étanche. C'est pas mon job. Ok. Voilà, c'est ça. Et surtout, voilà, il y a quand même un élément. Ici, on prenait l'exemple relativement simple, on va dire, d'un entier. Enfin, voilà. Oui, qui ne se pose même pas. Bon, voilà, c'est un exemple. Mais à partir du moment où on commence à, par exemple, discuter parler en termes de value object, typiquement, vous avez un value object qui représente un objet dont l'état est immuable, etc. Et la base de données, je dirais, elle ne travaille pas avec ce genre de choses-là. Et vous allez probablement devoir quand même rajouter à un moment donné un constructeur public qui fait que l'outil de base de données va pouvoir effectivement instancier votre truc. Mais vous n'avez pas envie. Ou ce que vous voulez, c'est un value object où toutes les contraintes sont respectées. D'un point de vue programmatique, vous voulez avoir une interface, on va dire, de programmation, enfin une interface, je parle d'interface abstraite, quoi, hein, je veux dire, l'interface de l'objet doit être propre. Et en fait, mon expérience en tout cas, c'est que à partir du moment où on travaille avec un outil un peu automagique, genre un ORM ou quoi,
on se retrouve avec une interface d'objet qui est pourrie, quoi, où on mélange tout. On est obligé de rajouter des constructeurs alors qu'on n'a pas envie. On est obligé de mettre une méthode machin brol alors qu'on n'a pas envie. On est obligé de mettre ce truc-là en public alors qu'il ne faudrait pas. Donc, on est obligé de casser les bons principes d'encapsulation alors qu'on ne veut pas. Et donc, le but ici, finalement, c'est de se retrouver avec un modèle qui est clean, où tout est encapsulé exactement comme on veut et rien de plus. Et par contre, avoir toute la liberté de faire ce qu'on veut pour l'implémentation. Mais de l'autre côté. OK. Merci. Avec plaisir. Une petite question. Et donc, ici, on peut simplement intégrer ce framework. Il peut cohabiter sans problème avec Spring, alors, puisque j'ai vu qu'on pouvait utiliser Spring JPA. Voilà, exactement. Donc, il y a le projet Pouce Café Spring qui fournit en fait un ensemble de petits outils d'intégration finalement. L'avantage, l'intérêt principal de cet outil, c'est que en gros, on peut facilement configurer un runtime sur base de classes de configuration. C'est un peu l'exemple que j'ai montré dans mes slides. Là, hein. Voilà. Un avantage aussi, c'est que du coup, on peut injecter les repositories qu'on utilise directement dans un bean Spring. Donc, typiquement, quand on implémente une interface REST, qu'on a envie de récupérer, je veux dire, les agrégats sur lesquels on travaille, à un moment donné, on va forcément devoir, eux, les mapper vers une vue Spring MVC. Donc, on va forcément devoir accéder au repository. Le repository peut être injecté directement dans les bean Spring. Ça, c'est le genre de choses qu'effectivement le bridge permet. Dans l'autre sens, le bridge permet aussi, dans une certaine mesure, d'injecter certains beans dans des composants, mais attention, dans les composants techniques de Pouce Café. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une situation où, par exemple, dans le contexte d'une extension de stockage qui utilise Spring Data, on ait besoin d'un repository, Spring Data cette fois, hein. Et donc, on veut que ce repository Spring Data puisse être injecté finalement dans l'implémentation qui est utilisée par Pouce Café. Donc, ça aussi, c'est le travail du pont, on va dire. OK. Bien. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a des questions assez spécifiques en fait de gens qui utilisent déjà le domain driven design en fait, ou en tout cas qui l'envisagent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste pour préciser l'histoire, c'est que moi j'ai fait mon master à Namur et c'est une des approches dans la gestion des projets informatiques. Ça m'a été enseigné là-bas en fait. Donc, voilà. Ah oui. Donc, c'est cool parce que c'est relativement rare. À Liège? Est-ce que c'est fait à Liège en fait, vous savez ou pas? Moi, je ne crois pas que ça, de ce que je sais, ça n'est pas renseigné à Liège, en tout cas depuis que j'en suis parti, on va dire. Mais par contre, le principe est utilisé chez Blacklight Analytics, peut-être que tu vois. Oui. Par Quentin, donc eux, ils utilisent ça pour leur. Oui, c'est ça. Ça ne fait pas partie de la formation des étudiants, mais par contre, voilà, dans les équipes, il y a des la gens recherche, qui savent. En recherche, c'est utilisé et chez Blacklight Analytics aussi. Pas en recherche, au sein des équipes de chercheurs, non, mais au sein de la spin-off, ouais. Au sein de la spin-off, oui. OK. Ici, c'était vraiment dans le contexte justement d'applications distribuées, donc ça reposait sur Corba et compagnie, et c'était vraiment la définition d'application complexe, en effet. C'est une méthodologie qui est rarement enseignée. Je suis toujours surpris par le peu de personnes qui en ont entendu parler en fait encore aujourd'hui, parce que c'est pas comme si ça datait d'hier. Hein. Je veux dire, le bouquin de Evans, il date de 2004, si je me souviens bien, un truc comme ça. Donc c'est quand même vieux en même temps, hein, bon, toute proportion gardée. Mais bon, je suis toujours un peu surpris par le peu de personnes qui utilisent ça. Et finalement, je suis content d'entendre que ça s'enseigne quand même parfois. Parce que, oui, mais c'est surtout une belle interface aussi, parce que là, pour moi, c'est un peu un bémol, c'est que, enfin un bémol, comme on me l'a appris,
c'est d'avoir la doc a posteriori et que finalement, ces documents, ils sont utilisés en principe à la construction du projet avec justement l'interlocuteur qui n'est pas forcément quelqu'un du domaine informatique et où on utilise justement des use cases, des diagrammes de robustesse à la rigueur, mais des choses beaucoup plus mainstream que les gens peuvent comprendre directement. Ça vient avant l'implémentation, avant l'architecture de l'application, et pas a posteriori. Ouais, c'est juste. Voilà. Mais ici, c'est bien qu'il y a un outil, en effet, puisque, en effet, aussi, quand on développe, la doc, elle passe un peu à la trappe. Et donc, si elle peut générer la volée sans trop de difficultés, c'est pas mal non plus. Bah oui, tout à fait. Et pour être tout à fait honnête, on parle toujours des cycles courts. Quand on fait de l'agile et qu'on veut pouvoir tester son code, on a besoin de cycles courts. Ça, c'est très bien pour une interface graphique, c'est easy game. On déploie, on a du feedback, on adapte, on redéploie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais quid quand on a un modèle complexe et complètement caché? Quid quand on parle de la partie immergée de l'iceberg? Et en l'occurrence, cette doc peut aider dans ce contexte-là. Dans le contexte de nos projets, les critères d'acceptance d'une story, ça pouvait être, par exemple, que la doc expose effectivement ce qu'on attend de voir. Donc, que le data model doit avoir été adapté dans une certaine mesure. On veut voir des liens apparaître dans les processus métiers, dans les graphes. Et donc, on se retrouve avec un délivrable concret qui peut être analysé par un expert du métier sans qu'il ait besoin de rentrer dans le code. Parce que finalement, parfois, on se retrouve, on s'est probablement déjà tous retrouvés au moins une fois dans une situation où on arrive à la fin de la story et où on ne sait pas comment prouver qu'elle a été faite. Hein, donc, la seule chose que les experts du métier peuvent dire, c'est je te crois sur parole, mais je ne vais pas aller lire le code. Hein. Bon, tu me dis que c'est fait, ok, c'est fait. Donc, on a besoin de délivrables pour ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des équipes qui travaillent avec des choses comme Cucumber, qui font du BDD, qui leur permet d'avoir des rapports d'exécution de tests et des choses comme ça qui ont l'air, quelque part, de montrer que ça marche. Ici, c'est une approche un peu parallèle, quoi, je veux dire, où on utilise la documentation comme une espèce de rapport sur ce qui se passe dans le code et ça permet de faire un petit assessment là-dessus. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Alors, si pas, je propose de clôturer maintenant. En tout cas, clôturer la session enregistrée. Donc, je peux encore laisser la session ouverte un petit temps pour des discussions informelles. Donc, merci à tous. Je clôture l'enregistrement.